Île-de-France, 373 km de bouchons. La circulation est compliquée entre Ris, Orangis et Vissou suite à un accident. Plus précisément, ça concerne la A6. Des difficultés aussi sur la A1 entre Aulnay au nord et la porte de la Chapelle. Bonne route avec IDFM Radio Anguin. Je vous laisse entre de bonnes mains. Vous avez maintenant rendez-vous exceptionnellement en compagnie de Florence Sueur pour le bar de l'économie de 9h30 à 10h30. Je vous retrouve bien évidemment demain matin pour une nouvelle matinale à partir de 7h. Un gros bisou. Bye bye. Je fais des petites infos internationales pour commencer. On met de la musique ou pas? Après les infos? Non, mais ouais, on peut mettre voir. un peu de musique. Et puis, Après les petites infos, d'accord. Bonjour Florence, bienvenue sur IDFM Radio Anguin. Et non, vous ne vous êtes pas réveillé en retard. Non, voilà. Non, c'était prévu ce matin parce que nous faisons une émission spéciale internationale, 2 interviews très intéressantes. Celle d'Éric Danon, directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères, vous savez bien, le Quai d'Orsay, on appelle ça. Et puis la seconde, l'interview de Jean-Pierre Chevènement, qui va nous expliquer la politique que le président Trump met en œuvre par rapport au reste du monde. Avec ce qui se passe en ce moment, ça sera intéressant. A tout de suite, Florence Sueur. Du coup, il faut envoyer un son là. Ah non. Non, c'est bon. Le son, c'est moi qui le fais. Ouais. Avec votre bouche. Ah putain, mais mal parlé. Ouais, c'est sûr. Et vous savez que le métier de bruiteur a été inventé par les Français après la guerre. Non, C'était pour traduire les films anglais. D'accord. Allez. Je ferme tout, attends. Pourquoi il y a des hauts et des bas dans le son? Non, C'est fait exprès, il est mixé. C'est le on y retourne. D'accord, allez, on y va. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie. Si vous voulez écouter l'émission en vidéo live, eh bien, restez avec nous sur Facebook, en tout cas, ou interagir, vous pouvez, car ça va être très intéressant. Aujourd'hui, 2 interviews. Il n'y a pas d'invité en direct dans le studio. 2 interviews réalisées par Pascal Boniface, le directeur général de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. La première sera celle d'Éric Danon, directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères, et la seconde, celle de Jean-Pierre Chevènement, qui va expliquer la politique que le président Trump met en œuvre par rapport au reste du monde. Mais tout d'abord, comme d'habitude, les infos du jour, bien sûr des infos internationales. Alors la première, pourquoi hier je vous ai annoncé la demande de destitution du président américain par les démocrates. Alors pourquoi, me demandent certains d'entre vous? Eh bien, le président est accusé d'avoir demandé à son homologue ukrainien de relancer 2 enquêtes sur la famille de Joe Biden. Joe Biden est lui-même candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Donc c'est son futur rival. Mais aussi, Donald Trump aurait demandé aux Ukrainiens une enquête sur son fils, Joe Biden. Il s'appelle Hunter Biden. Il a travaillé en fait pour un groupe gazier ukrainien à partir de 2014, alors que son père était à l'époque le vice-président de Barack Obama. Donald Trump aurait enjoint le président à améliorer sa réputation et ses relations avec les États-Unis pour lutter contre la corruption. Il aurait réclamé l'ouverture d'une autre enquête sur les liens éventuels entre les responsables de l'administration ukrainienne et des émissaires démocrates. Ces liens auraient notamment permis de dévoiler la fraude fiscale et bancaire de Paul Manafort, l'un des directeurs de campagne de Donald Trump en 2016, condamné à la prison après cette affaire. Plusieurs médias américains informent du versement d'une aide militaire de 391 millions de dollars à l'Ukraine. Ça aurait été fait fin août et elle aurait été utilisée comme moyen de pression par Donald Trump. Voilà pour l'explication de pourquoi cette demande de destitution. Et je vous rappelle qu'on est à quelques mois, puisque c'est fin novembre 2020, l'élection donc américaine, voilà, au poste de la présidence, bien sûr. Deuxième info du jour, au sommet de l'ONU pour le climat à New York, eh bien, des centaines de millions de dollars ont été débloqués, mais peu de gros pays pollueurs ont pris des engagements. 500 millions de dollars d'abord pour l'Amazonie, 910 milliards d'euros débloqués pour les projets climat et 720 millions pour les petits exploitants agricoles. Une maigre consolation, disent certains, car parmi les pays qui se sont engagés, peu sont de gros pollueurs. Plusieurs puissances mondiales ont même brillé par leur absence, comme le Japon et l'Australie.
Jair Bolsonaro n'était d'ailleurs pas là lundi. C'est le président du Brésil, je vous le rappelle. Il n'a pas semblé s'émouvoir du réchauffement climatique. Quant au président américain Trump, il n'a pas eu un mot pour la préservation de l'environnement. Une infrastructure gigantesque à l'image de la Chine, eh bien c'est un nouvel aéroport, c'est l'aéroport de Daxing, situé à 46 km au sud du cœur de la capitale, c'est-à-dire Pékin, qu'il doit fonctionner à pleine capacité en 2025 avec 72 millions de passagers par an. Le président Xi Jinping a inauguré ce nouvel aéroport de Pékin, ultra moderne, en forme d'étoile de mer. Il aura une superficie de 700 000 m². C'est donc le plus grand terminal aéroportuaire du monde. Il a été conçu par l'architecte anglo-irakien Zaad Hadid, décédé en 2016. Il est recouvert par un toit d'un seul tenant qui représente la superficie de 25 terrains de football. Le projet a coûté 120 milliards de yuan, soit 15 milliards d'euros. Donc en comptant les raccordements ferroviaires et routiers, on peut dire qu'il s'agit de 51 milliards d'euros. Pékin s'attend à recevoir 170 millions de passagers en 2025, répartis en 2 aéroports. Je vous parle de ça parce qu'hier, avec Jean-François Benon, directeur général du CEVO, on a fait un bon bilan sur les problèmes et la concurrence aéroportuaire. Si vous voulez réécouter cette émission, eh bien vous allez sur la page Facebook, page Bar de l'économie. Autre info du jour, toujours en Chine, la reforestation pour mission. Alors, la Chine, je vous en ai parlé juste avant, a rejeté la faute du réchauffement climatique sur les Occidentaux. Aujourd'hui, ce pays reste quand même le plus gros pollueur de la planète, mais fait des efforts en matière de reforestation. En l'espace de 5 ans, c'est 338 000 km² de forêt qui ont été plantées, soit l'équivalent de la moitié de la France. Au son des pelles et d'une musique militaire, des centaines de volontaires se pressent toutes les semaines près de Pékin pour apporter leur pierre à l'édifice. Un groupe d'infirmières et d'infirmiers ont même été réquisitionnés par la direction de leurs hôpitaux pour verdir la campagne. La reforestation a commencé il y a 40 ans avec l'objectif de dresser une grande muraille verte de 4800 km de long sur 1500 km de large pour lutter contre l'avancée du désert de Gobi. Selon les autorités, les tempêtes de sable sont beaucoup moins fréquentes. Et avec une pelle et un sourire, le président chinois s'est invité à cette journée. Autre info du jour, Carlos Ghosn, qui est interdit pendant 10 ans de diriger toute entreprise américaine cotée en bourse. L'ancien PDG était accusé, je vous rappelle, d'avoir dissimulé plus de 140 millions de dollars en rémunération et indemnité retraite. Un accord pour solder les poursuites pour fraude. Carlos Ghosn donc s'est vu interdire cette semaine, ce lundi, par le gendarme de la bourse américaine, la SEC, de diriger toute entreprise américaine cotée en bourse pendant 10 ans. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la porte de l'enfer? Eh bien, c'est ce cratère du Turkménistan en Asie centrale. Il brûle sans interruption depuis 1971. Mais pourquoi? Eh bien, à l'origine, dans ce paysage incandescent, des géologues soviétiques avaient foré le sol dans l'espoir d'y trouver du pétrole. Mais trop fragile, le terrain s'est dérobé sur leurs pieds, donnant naissance à ce cratère de 20 mètres de profondeur sur 70 mètres de diamètre, en laissant ainsi échapper le gaz naturel stocké dans les sous-sols. Craignant que le gaz soit toxique, ils ont décidé d'y mettre le feu, et depuis, impossible d'éteindre les flammes. En vain, chaque année, ce lieu hostile attire donc du coup des touristes, et oui, 15 000 touristes se pressent pour voir ce trou, donc qu'on appelle la porte de l'enfer. Autre info du jour, pour la première fois, les Émirats Arabes Unis viennent d'envoyer un astronaute vers la Station spatiale internationale à bord d'une mission Soyouz. C'est très révélateur des ambitions de ce pays du Golfe. Cette mission Soyouz 615 a décollé mercredi 25 septembre du pas du tir de Yuri Gagarin à Baïkonour, avec à bord 3 astronautes, un russe, une américaine de la NASA et pour la première fois donc un émirati. Il s'agit de Asa Al-Mansouri. C'est un événement dans les Émirats Arabes Unis, cette fédération du Golfe Persique qui regroupe 7 cités très riches, notamment Abu Dhabi, Dubaï et 9 millions d'habitants au total. Ce monsieur Mansouri a été sélectionné parmi 4000 candidats. Autre info et dernière pour aujourd'hui, c'est les taxes GAFA. Eh bien, les États-Unis contre-attaquent en réduisant la durée du visa entrepreneur de 5 ans à 15 mois. Et oui, c'est pour ça que c'est important pour nos chefs d'entreprise français. Le Parlement américain a adopté, le Parlement français, je vous rappelle, a adopté sa propre taxe GAFA au mois de juillet. Et du coup, eh bien, les États-Unis rétorquent
Donc cela concerne plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et plus de 25 millions d'euros en France, soit moins de 30 entreprises. Ça, c'est pour les GAFA. Et pour les Français qui vont vouloir maintenant partir s'installer aux États-Unis, eh bien, attention, le visa sera seulement de 15 mois. De quoi enlever toute ambition au développement pour les entrepreneurs de la French Startup Nation. Cette réglementation est applicable tout de suite, c'est-à-dire depuis déjà le 1er septembre. Mais la taxe GAFA à la française est comptée. En marge du sommet G7 à Biarritz, un accord sur la taxe numérique a été trouvé. Selon les termes du projet d'accord, la France remboursera aux entreprises la différence entre la taxe française et le nouveau système qui va être instauré sous l'égide de l'OCDE une fois mis en place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On fait une belle pause musicale et on retrouve ensuite, tout de suite, Pascal Boniface et Eric Danon. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. T'as juste 10 secondes à enlever sur. Non, Bonsoir. parce qu'il dit sur la deuxième. Ouais. Non, il faut enlever tout ce qu'il dit parce que c'est vieux et ça colle pas. Parce que là, il n'y a pas de 0,28. minutage sur le. Tu dossier. commences juste à la voix de Jean-Pierre Chevènement. Ah, carrément. Carrément. Le président Trump a mal pas loin dans le papa. Ouais, c'est ça. On mettra juste un jingle radio entre les deux. C'était limite faux. Hein. Hum C'était limite faux. La trompette. Ouais, de temps en temps, c'est peut-être. On y va on y retourne parce que j'ai peur que sinon on n'est pas dépassé. Et là, il rechante là. Dis donc, il est super poussiéreux. Toi. Il reste 40 secondes. Merci. Je vais récupérer juste mes affaires. Ah, excuse-moi. excusez-moi. Allez, on y va. Mais c'est fini là. Magnifique musique que celle de Louis Armstrong, vous avez reconnu bien sûr. Alors tout de suite, nous allons rencontrer Pascal Boniface pour sa première interview, celle, je vous rappelle, d'Éric Danon, directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonjour Pascal.
Aujourd'hui, il y a Éric Danon, qui est directeur adjoint des affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères, enfin disons le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Éric Danon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. On va faire un peu un tour d'horizon des défis de la diplomatie française. Vous êtes un diplomate au long cours, vous avez occupé de nombreuses fonctions et vous êtes également considéré comme quelqu'un qui ne pratique pas la langue de bois, et ce qui est tout à fait appréciable. Est-ce que, par rapport à la peut-être première question, on parle souvent du déclin de la France, que la France pèserait moins sur la scène internationale? J'imagine que, de par vos fonctions, vos convictions et votre pratique quotidienne, vous battez en brèche cette idée, mais de quelle façon pouvez-vous la battre en brèche? Oh, il suffit, comme toujours, de se comparer aux autres et de sortir des débats franco-français. Citez-moi un seul pays d'Europe, par exemple, qui, sur la scène internationale, pèse finalement aussi bien en hard power, comme on dit, c'est-à-dire par la présence militaire, qu'en soft power, autant que la France. Donc, comme toujours, c'est en se comparant avec les autres que l'on trouve sa juste place. Bien entendu, par rapport à la tendance actuelle qui voit les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine, aujourd'hui conduites par des hommes qui sont très présents dans le débat public international, on a l'impression effectivement de ne pas être dans la même catégorie de joueurs. Mais c'est pas tant ça qu'il faut regarder que le travail que nous faisons à long terme et qui, à mon sens, porte toujours ses fruits. Simplement, c'est vrai que le monde aujourd'hui traverse une phase d'instabilité, d'imprévisibilité. Certains parlent même de chaos, et que il est parfois difficile de tirer son épingle du jeu, mais nous nous y efforçons. Donc le thème du déclin de la France serait vraiment une sorte de débat typiquement français qui n'est pas constaté lorsque l'on sort de nos frontières. C'est exactement cela. En revanche, il y a partout un débat sur la place de l'Occident et de l'Europe. Et donc, ce débat que nous considérons comme franco-français du déclin, nous le voyons dans beaucoup de pays européens et de façon générale sur une interrogation sur l'Occident à travers deux ou trois problématiques. La première, c'est celle du progrès de l'humanité qui a été un vecteur essentiel de l'Occident. Aujourd'hui, il devient plutôt une dimension anxiogène. Partout dans le monde, le progrès est considéré autant comme source de progrès justement que de source d'angoisse. C'est un point fondamental. Le deuxième point, c'est que l'Occident, par le modèle de croissance qu'il a prôné, au fond, a contribué à la dégradation environnementale et de la planète, et partout dans le monde aujourd'hui, sur ce modèle libéral, à bien des égards prédateur, consommateur de ressources, il y a des interrogations de toute nature. Enfin, vous avez autour d'une globalisation vécue comme une occidentalisation du monde, des réactions de rejet de tous ceux qui se sentent exclus de ce vaste mouvement ou qui refusent de s'y intégrer, réactions de rejet qui vont de simples replis identitaires ou communautaires jusqu'aux formes très abouties de la révolte. Alors, le Quai d'Orsay a changé de nom avec la mise en place, avec l'entrée en fonction du nouveau président. C'est désormais le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc il y a une insistance toute particulière sur la notion d'Europe. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Europe est profondément en crise, avec des accords importants entre les pays membres, le Brexit, un manque d'unité sur la plupart des grands dossiers, et des élections au Parlement européen qui s'annoncent relativement mal, avec une très forte poussée de l'extrême droite, prévisible. Oui, c'est justement parce que l'Europe traverse une passe difficile, une phase difficile, que le président de la République a souhaité justement mettre l'accent sur le projet européen de la France et montrer ainsi clairement que notre destin s'inscrit dans celui de l'Europe. Alors oui, l'Europe est en crise, on pourrait presque dire une triple crise. La première crise, c'est celle de l'espérance politique. Au fond, l'Europe ne fait plus rêver
comme elle a fait rêver les peuples. Elle a fait rêver sur sa capacité à établir la paix entre les peuples européens et à l'extérieur. Et puis elle a fait rêver par sa capacité à amener tous les pays européens, y compris ceux d'Europe centrale et orientale, à la démocratie. La paix et la démocratie. Mais quoi après ? Le problème, c'est que aujourd'hui, nous avons du mal à trouver ce qu'on pourrait appeler le troisième rebond. On a essayé l'Europe sociale, l'Europe ceci, l'Europe cela, et ça reste difficile. Et on voit que aujourd'hui, la perception de l'Europe par les populations, et c'est la deuxième crise, est problématique en ce que les Européens considèrent que l'Europe ne les protège pas ou ne les a pas protégés suffisamment. C'est une question de perception. La réalité est tout autre. Mais demandez aux Grecs s'ils ont l'impression que l'Europe les a protégés dans la crise financière. Demandez aux Italiens s'ils considèrent que l'Europe les a protégés dans la crise migratoire. Demandez même aux Français et aux Belges s'ils considèrent que l'Europe les a protégés face au terrorisme. Eh bien, le sentiment, c'est que non. Alors qu'en fait, oui, mais le discours du oui n'est pas très audible. Et donc, vous avez cette idée qu'au fond, l'Europe ne les a pas protégés de la part des Européens, d'où le repli sur les frontières, c'est-à-dire le repli national, presque partout en Europe, et les tentations centrifuges, comme on le voit aujourd'hui avec le Brexit. Et puis la troisième crise, c'est ce que l'on pourrait appeler un peu violemment la relégation stratégique de l'Europe dans le monde. Partout dans le monde, nous voyons revenir des politiques de puissance, des affrontements de puissance, et des courses aux armements. Or, l'Europe, au fond, a toujours eu dans l'idée qu'elle pourrait affronter la mondialisation grâce à sa capacité économique. Et elle a donc délégué sa puissance à l'OTAN et, derrière cela, aux Américains. Sauf qu'à partir du moment où les États-Unis eux-mêmes, aujourd'hui, introduisent un doute dans cette alliance et que les pays européens, en conséquence, se divisent autour de l'alliance, à ce moment-là, eh bien, ils se retrouvent dans des situations anxiogènes et ils ont l'impression de ne pas peser en tant qu'Europe d'un point de vue politico-militaire sur le reste du monde. Alors, le président Trump lance un défi à l'Europe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que il ne semble pas être un partisan convaincu de l'alliance ou de la façon de traiter les pays européens en alliés. Le président Macron avait pour objectif d'aller vers l'autonomie stratégique européenne. C'était quelque chose qui était fortement inscrit dans son programme et dans ses actions. Mais est-ce que c'est possible vu l'état de la division de l'Europe? Et est-ce que finalement la France n'est pas un peu isolée dans cette démarche vers l'autonomie stratégique européenne avec des pays européens qui sont tellement habitués à la dépendance qu'ils ont du mal à en sortir, même s'ils sont un peu molestés par le président Trump? Moi, je ne crois pas qu'elle soit isolée, je crois qu'elle est en avance. Mais lorsque vous êtes en avance et que vous essayez d'entraîner les autres, eh bien, il faut les faire bouger et ça n'est pas toujours facile. Mais quand même, les initiatives prises en ce sens, vers l'autonomie stratégique, que ce soit le couple franco-allemand, que ce soit l'initiative européenne d'intervention, ou d'autres initiatives de ce type autour de la construction de matériel militaire en commun, d'armement, etc., eh bien, quand même, je ne crois pas que nous soyons isolés. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le président Trump a introduit dans l'Alliance un coin, pourrait-on dire, obligeant d'une certaine façon certains pays à dire « Ah ben, vu la situation, nous devons suivre les Américains, quelle que soit leur demande, y compris financière, vis-à-vis de l'Alliance », et d'autres qui disent « Non, devant cette attitude du président Trump, eh bien, nous devons justement trouver des éléments d'autonomie stratégique européenne ». Là, comme dans beaucoup d'autres sujets, Trump a réussi à diviser et à cliver l'Europe. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est effectivement les conséquences de cette attitude américaine. C'est la première. Beaucoup de présidents avant lui, en fait, depuis que l'OTAN existe, les présidents américains demandent un rééquilibrage financier au sein de l'Alliance, ce qu'on a toujours appelé le partage du fardeau. Mais la responsabilité historique de Trump, c'est de lier l'automaticité de la défense, ce que l'on appelle l'article 5 du traité, de lier l'automaticité de la défense
au fait que les Européens payent. Et là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau et qui rend le débat très, très pénible aujourd'hui au sein de l'Alliance Atlantique. Alors, effectivement, face à cette espèce de changement complet de paradigme à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, c'est vrai que les pays de l'Alliance ont tendance à être divisés. Dans cette division, nous sommes en pointe sur l'idée que nous ne pouvons pas rester dans cette situation-là, d'autant plus, au fond, que, comme l'a posé un jour Madame Merkel, la question qui se pose, c'est est-ce que les alliances sont éternelles? Et si les alliances ne sont pas éternelles, alors il faut aller vers des éléments d'autonomie stratégique. Est-ce réaliste? Oui, tant que, et c'est le cas jusqu'à présent, ce qui est proposé aux Européens, c'est, j'allais dire, un peu rapidement, un produit de complémentarité, mais pas un produit de substitution. Il ne s'agit pas de se substituer à l'Alliance Atlantique. Il s'agit de rajouter des éléments d'autonomie stratégique pour, au contraire, rendre l'Alliance plus forte à un moment où elle est mise en péril par le premier de ses partenaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave et plus important encore avec le président Trump, qui a une conception de l'Alliance qui peut s'approcher à bien des égards à celle d'un lien de subordination, voire de vassalité, la façon dont il veut interdire aux pays européens de continuer à avoir des liens commerciaux avec l'Iran, sans parler de la façon dont il a dénoncé cet accord sur le nucléaire iranien, l'ensemble des mesures. Est-ce qu'il n'y a pas chez le président Trump une volonté rarement vue ou poussée à l'extrême par rapport à ses prédécesseurs de nous considérer comme des pays qui devons obéir et non pas avec lesquels il faut négocier un accord? L'attitude du président Trump vis-à-vis de l'Iran, qui se traduit par une pression très forte, c'est une pression, une attitude qui s'exerce sur tous les pays du monde, et pas seulement sur nous. C'est-à-dire, c'est pas seulement Trump qui considérerait que l'Europe est admissible pour nous. Non, d'accord, mais je veux dire par là que c'est plus une question de rapport de force, exprimée avec, je dirais, la violence et la brutalité du président Trump, qu'une question de vassalité des Européens par rapport à ça. Alors évidemment, la pression est forte sur ce qu'on appelle les E3, c'est-à-dire les trois pays européens, Royaume-Uni, Allemagne et France, qui sont partis à cet accord nucléaire avec l'Iran. Mais en réalité, la pression américaine, elle s'exerce sur tout le monde. Cela fait partie de l'équation du président Trump en matière de relations internationales. On dit souvent que Trump est imprévisible. La réalité, c'est qu'il ne l'est pas. Mais il faut simplement comprendre les 2 ou 3 éléments de base qui forment sa détermination en matière internationale. Première chose, Trump considère que les États-Unis donnent plus au reste du monde qu'ils ne reçoivent, et que cette situation n'est pas acceptable. D'où son envie de rééquilibrer toutes les relations, y compris financières, commerciales, avec tous les pays du monde, fût-ce le Canada, l'Europe, la Chine, etc. Le deuxième déterminant, c'est que Trump considère que les États-Unis sont beaucoup trop enserrés dans un carcan d'accords de toute nature qui, au fond, les bride, les empêche de se développer. Et il sort de l'accord de Paris comme il sort de toutes les conventions internationales dont il peut sortir. Et le troisième élément, c'est que Trump considère qu'il n'y a pas de grammaire diplomatique qui tienne. Il essaye de conduire son pays comme on conduit une entreprise. Il n'a de compte à rendre qu'à ses électeurs qui sont dans une entreprise, ses actionnaires. Et le reste, les avis du reste du monde, il n'en a que faire. Avec ces 3 éléments-là, eh bien, vous avez 90% des décisions de Trump à l'international. Ajoutons qu'il fait ça dans une espèce, c'est vrai, de brutalité. C'est le mal alpha du troupeau, pourrait-on dire. Et donc, prendre des gants, ça ne l'intéresse pas. Il faut aller vite, il faut faire plaisir aux électeurs américains et à eux seulement. D'où, c'est vrai, cette posture tout à fait connue dans le système américain de l'isolationnisme,
qui fait que l'America First de Trump, c'est aujourd'hui de plus en plus America Alone. Passons peut-être à la Russie, qui est un pays avec lequel la France a à la fois un partenariat et en même temps a décrété des sanctions suite à l'annexion de la Crimée. Comment pensez-vous que l'on puisse, non pas reprendre le dialogue, il n'a jamais cessé, mais voyez-vous une normalisation possible des relations entre la Russie et les Européens, ou est-ce que la situation actuelle est durable ? Ce qui est durable, c'est que il y aura toujours une relation entre la Russie et les pays européens teintée d'une certaine ambivalence. La Russie considère que l'ordre du monde sorti de l'après-chute du mur, c'est-à-dire l'ordre du monde sorti des événements d'il y a une trentaine d'années, ne lui convient pas. Et donc finalement, c'est ce qu'on appelle l'architecture européenne de sécurité et de défense qui ne lui plaît pas. Ils ont l'impression, pardon de l'expression, de s'être fait avoir une fois lorsque l'Union soviétique est tombée. Et donc, eh bien, ils reprennent lentement et de façon assez opportuniste toutes les occasions, ils prennent toutes les occasions pour essayer de revenir vers une image de la Russie qui la replace, pas forcément à égalité avec les États-Unis, mais en tout cas comme grande puissance. Et donc, dès qu'ils peuvent, de façon opportuniste, mais réelle, eh bien, ils essayent d'être présents, et dès qu'il y a la possibilité, de reprendre du terrain. Ils l'ont fait avec l'Ukraine et la Crimée, ils le font, je veux dire le Donbass et la Crimée, ils l'ont fait en Syrie, ils le font un peu en RCA, ils le font dans beaucoup de pays. Dès qu'ils ont la possibilité de reprendre un peu la main, eh bien, ils le font. Alors, s'ils veulent une revanche sur l'histoire, sur ce qu'ils estiment être les promesses trahies de non-élargissement de l'OTAN, etc., l'histoire ne se refera pas. Comment peut-on faire pour repartir sur des bases différentes et qui ne soient pas revanchardes ? Oh, il y aura forcément à un moment ou à un autre une renégociation de ce qui fait justement cette architecture, je n'ai pas beaucoup de termes, enfin elle est compréhensible comme ça, cette architecture européenne de défense et de sécurité. Cette négociation aura lieu forcément un jour. Ce qui se passe actuellement, c'est que la Russie, qui a toujours réclamé d'ailleurs cette renégociation, elle essaye de se placer à l'aube de cette négociation dans un rapport de force. Et donc, actuellement, elle est dans une phase où eh bien, elle se réarme, elle affirme que sa place dans le monde, dans le système multilatéral, etc. Lorsque cette négociation recommencera, on verra bien quand. Il faudra que l'Europe, elle aussi, soit en ordre, j'allais dire, de négocier, et ainsi que les États-Unis. On verra bien. Est-ce que nous y perdrons ou est-ce que nous y gagnerons? Nul ne le sait. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la situation actuelle, dans laquelle progressivement la Russie rogne sur tout ce qu'elle peut rogner et se développe partout où elle peut se développer pour reprendre sa place et essayer de retrouver une grandeur passée, eh bien, on ne peut pas continuer comme ça puisque les sanctions en face ont un impact économique, mais ne suffisent manifestement pas à lui faire changer d'attitude. Le grand duel qui se prépare, c'est celui entre Washington et Pékin, le piège de Thucydide, pour reprendre une théorie très, très en vogue. Quelle va être l'attitude de la France et de l'Europe par rapport à cela? Qu'est-ce que l'on peut faire, non seulement par rapport à la Chine, quelle politique chinoise doit-on avoir, et comment réagir par rapport à cette relation sino-américaine? Bien, il faut essayer de montrer qu'il faut sortir de ce qu'on a pu penser être à un moment la perspective d'un G2. Au fond, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans une configuration très spéciale, très particulière, parce que le président Trump rejette le multilatéralisme tel que nous l'avons connu, et la Chine essaye de mettre en place un nouveau multilatéralisme suivant des paradigmes qui ne sont pas les nôtres, Nouvelle Route de la Soie, Shanghai, etc. Donc,
il faut essayer de se placer en montrant d'abord l'importance économique de l'Europe, à la fois comme marché d'importation et d'exportation, et se placer dans le fait que les règles que nous prônons sont à terme celles qui sont le plus efficaces et les plus utiles pour tout le monde. Et je pense que de toute façon, si aujourd'hui le dialogue entre la Chine et les États-Unis va déboucher à un moment ou à un autre sur une nouvelle relation entre deux, en réalité, il ne pourra pas y avoir un accord entre deux qui se fasse sur le dos du reste du monde. Et quand on pense au reste du monde, ce sont quand même les Européens qui seront en première ligne pour influencer les paradigmes futurs. Le président Macron, dans son discours devant les ambassadeurs en août dernier, a parlé du projet des routes de la soie comme étant à la fois un projet structurel extrêmement important, mais à vocation hégémonique. Comment on voit que la Chine essaye de diviser les Européens avec le groupe 16+1 ? Est-ce qu'il y a, on parle souvent du défi chinois, est-ce que la réponse européenne est à la hauteur de ce défi ? Mais l'histoire, c'est une suite de rapports de force où on voit un pays monter en puissance à un moment, et puis quand cette montée en puissance devient très forte, les autres se mettent à réagir, et puis le pays lui-même, toujours à un moment ou à un autre, est confronté à des problèmes intérieurs liés à son modèle même de croissance et d'économie. On verra bien. Moi, je crois qu'il y aura forcément en face de la Chine certaines adaptations. Il faut aujourd'hui, en tout cas, travailler avec nos partenaires pour savoir comment répondre, et c'est à ce stade ce qui nous manque le plus. Nous n'avons pas de réponse coordonnée, alors que l'Europe, en tant que puissance économique, pourrait tout à fait faire entendre sa voix directement du côté de Pékin. Aujourd'hui, les divisions européennes sont en train effectivement de se payer au niveau international. Merci beaucoup Éric Danon. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères, bien sûr en France. Seconde interview, seconde rencontre du jour, celle avec Jean-Pierre Chevènement qui explique la politique que le président Trump met en œuvre par rapport au reste du monde. Il a écrit un livre qui s'appelle L'art du deal. Je crois que sa manière de faire est tout à fait caractéristique. Il n'y a plus une politique étrangère américaine, il y a une somme de deals qui sont gérés en direct par le président des États-Unis. Ça peut donner une cacophonie assez remarquable, mais j'observe que les lignes suivies par Trump sont explicitées d'une manière assez simple, pour ne pas dire simpliste. Il s'agit de redresser les échanges commerciaux des États-Unis qui sont fortement déséquilibrés, notamment vis-à-vis de la Chine et accessoirement vis-à-vis de l'Union européenne, notamment de l'Allemagne. C'est en tout cas comme ça qu'il présente les choses. Il est évident qu'il ne peut pas redresser le commerce extérieur des États-Unis vis-à-vis de la Chine, compte tenu des 40 années qui se sont passées, qui ont été marquées par un accord assez profond entre la Chine d'une part et puis les multinationales américaines, européennes, japonaises, qui aboutit à des délocalisations nombreuses, à une certaine désindustrialisation, au moins de certaines régions des pays d'origine, et qui a également produit le décollage extraordinaire de la Chine, qui est le phénomène central. Donc regardons ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Visiblement, Trump veut enrayer la montée en puissance de la Chine. Les rapports entre les États-Unis, évidemment, ne se réduisent pas à la comparaison de leur PIB. Mais si on regarde les PIB en dollars courants, c'est 13 000 milliards pour la Chine, 19 000 pour les États-Unis. Si on regarde en parité de pouvoir d'achat, la Chine devance déjà les États-Unis. C'est 23 000 milliards contre 19 000. Donc, le problème de Trump, mais il n'est pas différent de celui des dirigeants précédents des États-Unis, c'est d'enrayer la montée en puissance de la Chine. Simplement, il s'y prend tout à fait différemment. Pour Obama, c'était la politique dite du pivot, qui consistait à faire basculer les forces américaines vers le Pacifique.
et a considéré que le problème à venir, c'était la montée de la Chine, donc une politique d'endiguement qui ne disait pas son nom. Hein. Cette politique a été modifiée par Trump, qui est sorti du traité transpacifique, mais en même temps, Trump a entamé une guerre commerciale qui n'en est qu'à ses débuts. Est-ce que vous pensez qu'il a plus de chances de réussir qu'Obama? Si j'interprète vos propos, en fait, les deux essayent de contenir la Chine, mais aucun ne peut y arriver parce que la montée en puissance chinoise relève d'une force inéluctable. C'est mon avis. Je pense que la Chine ne sera peut-être pas la puissance hégémonique mondiale, mais sera une très grande puissance mondiale, et qu'on ne peut pas enrayer l'essor de la Chine qui s'appuie sur des facteurs objectifs. Et par conséquent, toute tentative dans ce sens se heurtera, par exemple, aux autres grands partenaires qui commercent avec la Chine. Si les États-Unis voulaient utiliser vis-à-vis de l'Europe les moyens qu'elle utilise actuellement sur l'Iran, si elle voulait les utiliser sur la Chine, je pense que là, ça ne marcherait pas. Est-ce que vous parlez d'une guerre commerciale qui en est à ses débuts? Comment envisagez-vous la suite? Est-ce que vous pensez qu'on va aller plus loin dans l'escalade? Est-ce que l'on peut, comme ce livre destiné à la guerre de Graham Allison entrevoit une correspondance entre ce qui s'est passé entre Sparte et Athènes, le piège de Thucydide, un affrontement quasi inéluctable entre les États-Unis et la Chine? Est-ce que selon vous, Trump, en ayant une politique beaucoup plus agressive, finalement accélère la confrontation avec la Chine? C'est en effet le grand risque, c'est que la montée des tensions nous conduise à une situation qui est celle que vous venez de dire, le piège de Thucydide, c'est-à-dire une guerre peut-être par accident, une guerre préventive, qui éclaterait mais à la suite d'incidents non maîtrisés entre la Chine et les États-Unis. Évidemment, il y a l'arme nucléaire, qui est quand même une incitation à la retenue. Et le budget militaire chinois n'est pas négligeable. C'est un peu plus de 200 milliards de dollars par an. C'est 3 fois moins que les États-Unis, mais c'est quand même considérable. Et disons que la Chine, appuyée sur sa masse, je dirais, ce n'est pas un petit adversaire. Et je pense que nous éviterons peut-être, grâce à l'arme nucléaire, nous éviterons peut-être un tel conflit, mais il prendra d'autres formes. Alors, il y a la politique de Trump par rapport à la Chine, il y a aussi sa politique par rapport à l'Europe. Récemment, donc, le président Trump a non seulement dénoncé l'accord nucléaire iranien, mais il a même enjoint les pays européens de respecter ses décisions. Est-ce que vous avez le sentiment que Trump ne considère pas les pays européens comme des alliés, mais comme des vassaux? Je crois qu'il ne les considère pas du tout. Et il ne se perd pas dans le problème de définition. Je pense que les entreprises européennes obéissent parce qu'elles savent que leur intérêt, c'est de maintenir leur position sur le marché américain. Elles ont trop peur des représailles américaines. On a vu la manière dont les Américains, déjà sous Obama, taxaient nos entreprises. BNP Paribas, chacun se souvient de la visite que faisait en France à ce moment-là Obama, et du double dîner que s'est infligé François Hollande, avec Obama d'abord, avec Poutine ensuite. Mais il n'a rien obtenu d'Obama, qui lui a dit ce n'est pas ma compétence, c'est celle du département de la justice, ce qui n'était pas vraiment exact, parce que le département de la justice n'est pas une juridiction, le département de la justice est un démembrement, c'est une partie de l'administration américaine. Donc, je crois que les Européens sont en train de manifester leur incapacité à trouver une riposte, bien que celle-ci ait été annoncée par Madame Mogherini. On a parlé d'un véhicule spécial, mais quand le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, M. Maas, a évoqué la possibilité de créer un système SWIFT différent de l'actuel, dominé par les États-Unis, par les entreprises américaines, il s'est fait vertement tancer par la chancelière, expliquant qu'on ne pouvait pas choisir la voie de la confrontation avec les États-Unis. Je pense que le problème central est celui-là. Du point de vue historique, les Européens n'imaginent pas de substitut à la suprématie des États-Unis. Et par conséquent, ils sont tétanisés par les mesures que prennent les États-Unis. Et s'il y a un véhicule spécial qui émerge, soit en Europe, soit en France, parce qu'on pourrait imaginer, et Bruno Le Maire s'est exprimé dans ce sens,
qu'on crée une sorte de BFCE qui travaillerait en euros, hein, et qui par conséquent pourrait échapper aux sanctions américaines, puisqu'il faut un lien avec le dollar. Alors, un peu de mémoire. Que n'a-t-on dit sur l'euro, qui allait nous permettre de rivaliser avec le dollar, pour revenir à tout ce qui a été dit au moment où a été ratifié le traité de Maastricht. J'ai fait un petit livre que je prends la liberté de conseiller à ceux qui nous écoutent, le bêtisier de Maastricht. Vous verrez, que de déclarations de fiers à bras. Hein. L'euro allait nous permettre de dépasser les États-Unis, notre croissance était assurée, et pour longtemps, le dollar n'avait qu'à bien se tenir. Bon, en réalité, l'euro est le petit frère du dollar, il le tient par la main gentiment, mais il ne se permet aucune incartade. Ce n'est pas une monnaie qui peut rivaliser avec le dollar, c'est une sorte de petit frère dont on contrôle strictement les mouvements. En tout cas, ceux qui ont lancé l'euro s'y sont engagés, et cet engagement a été tenu jusqu'à présent. Donc la question que je pose, c'est: est-il envisageable que l'euro, un jour, devienne une grande monnaie indépendante, hein, dont on pourrait se servir comme on se sert du dollar, avec une facturation en euros, avec des transactions payées en euros, bien entendu, et capable d'échapper par des mesures de rétorsion, hein, à celles aux sanctions que les États-Unis pourraient eux-mêmes organiser. Alors ça supposerait que l'Europe veuille se servir de ses atouts, de son marché, que la Commission européenne soit capable d'instituer elle aussi des sanctions, au moins pour ce qui a trait au territoire de l'Union européenne. En est-elle capable, hein, poser la question à M. Moscovici. Et c'est donc y répondre selon vous, mais comment expliquez-vous, Jean-Pierre Chevènement, que du temps de la guerre froide, on pouvait comprendre que l'Europe faible éprouve le besoin d'être protégée par la puissance américaine contre ce que l'on présentait comme la menace soviétique. Mais il n'y a plus de menace soviétique, l'Europe n'est pas menacée militairement, les dépenses militaires russes sont inférieures, représentent le quart des dépenses militaires des pays européens de l'OTAN. Comment expliquer ce maintien d'une dépendance psychologique, stratégique, historique à l'égard des États-Unis, alors que le besoin de protection, très objectivement, n'existe plus? Effectivement, la Russie n'est pas l'URSS. Nous sommes dans le même système économique, c'est-à-dire que c'est un capitalisme à son stade initial de développement, mais il n'y a pas de réelle menace. Et quand on fait les comparaisons des budgets militaires, mais aussi des forces en présence, hein, ce serait folie pour la Russie de vouloir s'attaquer à un pays bénéficiant de la garantie de l'OTAN. C'est même totalement inenvisageable, ils ne sont pas fous. Hein. Donc il faut croire que nos élites ont une appétence, sinon pour la servitude, du moins pour la soumission, parce qu'elles délèguent en réalité la compétence générale d'avoir à assurer l'équilibre du monde à la superpuissance qui est les États-Unis. Les États-Unis sont au cœur de ce qu'on appelle l'Occident, et c'est la puissance qui mène le bal. Hein. Et nous-mêmes, nous avons renoncé en tant qu'Européens à faire valoir nos intérêts légitimes. Nous ne cherchons même plus un certain équilibre entre l'Europe et les États-Unis, qui fera en sorte que ceux-ci respectent nos intérêts. Hein. Nous sommes prêts à payer, on le voit par exemple sur les GAFA, il y a un projet de taxation des GAFA. Et pour le moment, on sent que les Allemands sont enflés. Oui. Et puis les succursales, les filiales des entreprises allemandes aux États-Unis représentent un chiffre d'affaires qui est 5 fois encore plus important que celui de leurs exportations. Donc, étant donné l'importance de l'intrication des économies et puis la faiblesse du point de vue de la sécurité de l'Allemagne, je ne vois pas comment on pourrait rompre réellement ce lien. Quand je vois les successeurs de Mme Merkel, les successeurs possibles, hein, je pense à M. Merz, hein, il est évident que nous irons encore plus à droite, vers une politique plus libérale et moins européenne, plus nationale allemande. Donc il se peut que je me trompe, je le souhaite, mais c'est ce que je ressens.
On a un président américain qui est plus exigeant, voire plus vindicatif ou agressif à l'égard des pays européens. Est-ce que vous pensez que le président Macron a les moyens de s'y opposer et de faire ce que, en leur temps, De Gaulle et Mitterrand avaient fait en mettant des limites aux pressions américaines? Ou est-ce que vous pensez qu'il en a d'une part la volonté, d'autre part les moyens? Alors je ne sais pas si on a la volonté. J'observe que l'idée d'un véhicule spécial que je préconise depuis déjà très longtemps n'a guère avancé. Et j'ai proposé que ce véhicule soit un véhicule proprement français. On aurait pu utiliser une banque qui travaille essentiellement sur la France, qui travaille pas en dollars, il en existe. Hein. On aurait pu utiliser la BPI. On peut créer une BFCE, ça a existé dans le passé, justement pour financer à l'époque l'économie russe. C'était avant la guerre de 1914. Et on pourrait imaginer des gens qui seraient mandatés pour cela et qui permettraient au moins aux petites et moyennes entreprises, dans des secteurs comme l'alimentaire, la pharmacie, etc., de continuer à travailler avec l'Iran. Alors pour les grandes entreprises, c'est plus difficile, parce que là, elles jouent leur intérêt, mais la question, elle se pose politiquement au niveau européen. Est-ce que l'Europe a la volonté de défendre ses intérêts? Peut-être que certains pays n'ont pas cette volonté. Alors on revient à la France, il faut faire un acte de volonté. Je pense que De Gaulle et même Mitterrand n'auraient pas supporté ce qui se passe. J'étais ministre de l'Industrie au moment de l'affaire du gazoduc sibérien, d'Urengoy, et j'ai réquisitionné la filiale américaine de Dresser France, au Havre, qui fabriquait les compresseurs qui permettaient de construire ce gazoduc. Hein, ça a été fait. Et dès l'époque du président Reagan, finalement, il y avait tellement de choses, et il y a tellement de choses entre la France et les États-Unis, que si la France fait preuve de volonté, elle a quand même des moyens de peser. Et là, vous pensez que ces moyens ne sont pas mis en œuvre et que la volonté manque quelque part? Mais la volonté, je dirais chez les socialistes, elle a toujours manqué, hein, ou elle a presque toujours manqué. Je dirais qu'ils ne se sont pas vraiment battus pour empêcher que le néolibéralisme prenne le dessus. Non seulement ils ne se sont pas battus, mais ils y ont puissamment contribué. L'acte unique, négocié avec Mme Thatcher par Jacques Delors, a conduit à la libération des mouvements de capitaux, non seulement à l'intérieur de la communauté européenne, comme on disait à l'époque, mais également vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire à l'échelle du monde, étant donné que l'Europe était le premier pays commerçant, plus que les États-Unis. Donc le basculement vers le néolibéralisme à l'échelle mondiale, il a son origine moins aux États-Unis qu'en Europe et en France. C'est la thèse vous le savez, de Ravi Abdelal, c'est un économiste américain qui l'a développé dans un livre, qui est bien connu. Vous êtes le représentant spécial du président de la République pour la Russie. Comment expliquez-vous les perceptions pour le moins négatives que la Russie et le président Poutine ont en France et de façon générale dans le monde occidental? Et quel est votre sentiment de la politique russe? J'ai été très étonné de l'évolution que j'ai constatée en France, où, je dirais, la russophobie avait quelques foyers d'inspiration, mais assez localisés. Je dirais que c'était le monde de Mme Noguered, par exemple. Et cette idéologie, basée sur l'ignorance, l'inculture, a énormément progressé. Aujourd'hui, ça fait partie du politiquement correct. C'est effrayant et c'est désolant, compte tenu de l'histoire commune de la France et de la Russie, et du rôle qu'a joué la Russie dans les deux guerres. Regardez la Première Guerre mondiale. Nous venons de célébrer le 11 novembre. Quelle était la place de la Russie? Est-ce qu'on a rappelé que si la France a tenu de 1914 à 1917, c'est grâce au concours des armées russes? A-t-on oublié le 1,5 million de morts chez les soldats russes? Et c'est eux qui nous ont permis de tenir. Alors, c'est les Américains. Oui, les Américains aussi à la fin. Mais il n'y a encore que 200 000 en ligne. Le 11 novembre 1918. Alors, ils étaient en train de débarquer. C'est ça qui a fait pencher la balance dans l'esprit de l'état-major allemand. Mais dans l'imaginaire français,
on ne parle plus que du concours américain qui a fait la décision. Pareil pour la Seconde Guerre mondiale. Non, mais je peux Et pour la Seconde Guerre mondiale, on oublie Stalingrad, Kursk, on oublie les Non, mais ça, sacrifices je vais remonter. des peuples soviétiques. Quelle politique la France pourrait avoir à l'égard de la Russie? Qu'est-ce que vous préconisez? Comment voyez-vous la façon dont la France et la Russie pourraient avoir des intérêts communs? Et la France et la Russie ont des intérêts communs. Hein, je rappelle que nous sommes le deuxième investisseur, que nous sommes le premier employeur privé, que nous achetons moins de gaz de la Russie, beaucoup moins que l'Allemagne et l'Italie, mais en même temps, la Russie vend autre chose que du pétrole et du gaz, contrairement à ce que croyait un ancien ministre des Affaires étrangères. On voit que le monde arabe que vous connaissez bien est en crise profonde. Il n'y a que des pays qui étaient puissants auparavant qui sont détruits. Comment voyez-vous l'avenir de cette région? Nous ne voyons plus le monde arabe qu'à travers l'Arabie saoudite, les monarchies pétrolières et la Turquie, disons. Mais nous avons oublié qu'en effet, il y a d'autres pays qui sont intéressants. Hein. Il y avait l'Irak, la Syrie, l'Iran, l'Égypte, bien sûr. L'Égypte, nous connaissons mieux, c'est plus près. Puis il y a une histoire. Mais il est évident que nous devons aider le monde arabe à trouver son équilibre, non seulement du point de vue économique, mais même du point de vue politique, du point de vue psychologique, du point de vue de son insertion dans le reste du monde. Par conséquent, nous ne pouvons pas favoriser les courants salafistes ou même franchement djihadistes, hein, comme ça a été le cas à de trop nombreuses reprises. Disons que l'essor de l'islam radical, il est quand même très lié à ce qu'a été la politique des États-Unis pendant la guerre froide. Hein, je pense à l'Afghanistan, mais on pourrait dire la même chose en Turquie. C'est quand même dans ce contexte que, à très bas bruit d'abord, l'islamisme a pu se développer. Regardez l'Égypte, c'est aussi significatif. Le tournant après Nasser, la politique qui est faite vis-à-vis des frères musulmans, qui fait que ceux-ci parviennent au pouvoir. Et s'enclenche alors un certain mécanisme. La guerre du Golfe, hein, on ne dira jamais assez hein, le prix qu'il a fallu payer pour les peuples de cette région. Hein, Voilà, c'était donc le bar de l'économie, cette rencontre très intéressante, vous avez entendu, avec Jean-Pierre Chevènement. Vous pouvez réécouter sur Facebook, la page bar de l'économie. Et puis la première interview, c'était celle d'Éric Danon, directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères. Je vous rappelle que Jean-Pierre Chevènement, c'est l'envoyé, le rapport spécial avec la Russie pour le président Macron. Très belle journée à vous, je vous retrouve dès demain. Nous serons avec Aurélien Taché, le député du Val d'Oise. On a jusqu'à 0 pour parler, je croyais que tu mettais l'indicatif à... Non, en fait, à 0. Ok. Et lui, il m'énerve parce qu'il me fout, il me met toujours sur... Qui, lui ? Non, L'automate.